Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Comment est-ce qu'on peut transformer un outil administratif, qui paraît souvent un peu lourd, la résolution du CSE, en une véritable arme stratégique? C'est une approche qu'on va appeler ici l'aïkido social. On connaît bien le scénario, n'est-ce pas? Le comité social et économique, le CSE, est légalement obligé de donner son avis sur un projet. Mais bien souvent, dans les faits, l'employeur écoute poliment, puis continue comme si de rien n'était. Alors la grande question, c'est comment on fait pour que cet avis pèse vraiment dans la balance? Eh bien, c'est là qu'intervient cette idée d'aïkido social. Le principe est vraiment tiré des arts martiaux. Plutôt que de s'opposer frontalement à la force de l'employeur, on va utiliser son propre élan, c'est-à-dire le cadre légal qu'il est obligé de suivre, pour le maîtriser. Et la prise fondamentale dans cet art, l'outil clé, c'est la résolution. Alors, pourquoi est-ce que cette résolution est si importante? Tout simplement parce que c'est le seul acte juridique du CSE qui force l'employeur à donner une réponse motivée et par écrit. Chaque résolution devient une trace, une pièce au dossier qui construit petit à petit un rapport de force beaucoup plus équilibré. Et ça, c'est vraiment le changement de perspective fondamental à opérer. Il faut arrêter de voir la résolution comme une simple formalité, une corvée administrative. Non, c'est un vrai levier de pouvoir. Quand on sait bien s'en servir, c'est ce qui permet de reprendre l'initiative dans le dialogue social. L'erreur qu'on voit souvent, c'est de vouloir tout mettre dans une seule et même résolution un peu fourre-tout. La stratégie de l'aïkido social, c'est tout l'inverse. C'est d'utiliser un véritable arsenal de résolutions, bien distinctes, où chacune a un but bien précis. Et cet arsenal, à quoi il ressemble? En fait, il faut l'imaginer comme un enchaînement de prises, une séquence logique. On a 5 grands types de résolutions qui, utilisées dans le bon ordre, permettent de construire une position vraiment solide, presque inattaquable. Alors regardons ces 5 prises de plus près. D'abord, le mandat judiciaire. Dès la première réunion, paf, on vote une résolution pour mandater des élus à agir en justice si besoin. Ça met tout de suite une pression saine. Deuxièmement, l'expertise. On ne traîne pas, on mandate un expert tout de suite pour qu'il ait un maximum de temps pour décortiquer le projet. Troisièmement, la résolution de positionnement. Là, on grave dans le marbre les premières inquiétudes. Par exemple, on écrit noir sur blanc, le CSE s'inquiète de l'impact du projet sur la charge de travail. Quatrièmement, l'interrogation. On liste toutes les questions précises auxquelles on veut une réponse écrite. Fini les réponses vagues en réunion. On va demander par exemple, quel est le détail chiffré des gains de productivité que vous attendez, service par service. Et enfin, cinquièmement, la résolution documentaire. On exige formellement les documents qui manquent avec une date butoise claire. Merci de fournir les bilans sociaux des 3 dernières années avant telle date. On voit bien l'idée, non? Cet enchaînement ne laisse aucune place au flou et verrouille la procédure. Allez, on monte d'un cran dans la stratégie. Le but du jeu, ce n'est pas de tomber dans le piège binaire du vote pour ou contre un projet. Non. L'objectif, c'est de formuler ce qu'on appelle un avis critique, qui lui va créer des obligations pour l'employeur. Le contraste est vraiment parlant. À gauche, on a le piège que l'employeur adore, un simple vote pour ou contre, ça ne l'engage à rien. À droite, la manœuvre stratégique. On refuse ce vote binaire, et à la place, on adopte une résolution qui contient un avis détaillé, avec des critiques précises et des demandes concrètes. Et là, l'employeur est légalement obligé de répondre point par point à ces critiques. C'est exactement ce que cette image nous dit. Le rôle du CSE, ce n'est pas de dire « j'aime » ou « j'aime pas le projet ». Son rôle, c'est de l'analyser, de le challenger et surtout de formuler des contre-propositions pour obtenir des engagements qui soient fermes et contraignants. Ah, on arrive à l'argument qu'on entend systématiquement. La fameuse carte du coup de l'expert brandie par l'employeur pour tenter de bloquer le CSE dans sa démarche. C'est un classique. Et voilà le retournement d'aïkido parfait. La réponse à cette objection est toute simple. D'accord, mais au fait, combien coûtent vos experts à vous, tous ces cabinets de conseil qui ont travaillé sur le projet? Parce que, le point clé il est là, le ratio est généralement de 1 à 10. Pour 1 euro dépensé pour l'expert du CSE, la direction en a souvent dépensé 10 pour ses propres consultants. Présenter les choses comme ça désamorce complètement leur argument et ça met en lumière une certaine contradiction. Évidemment, pour que toute cette mécanique fonctionne, il y a des règles à suivre. Pour être valable, une résolution doit répondre à 3 conditions. Le sujet doit être à l'ordre du jour, le vote doit recueillir la majorité des titulaires présents et, comme on vient de le voir, la résolution doit être critique et constructive. Si ces 3 points sont respectés, votre résolution est blindée juridiquement. Ça, c'est une autre technique très efficace, la résolution relais. Imaginez, l'expert rend son rapport, qui contient des recommandations. En soi, l'employeur n'est pas obligé de les suivre. Mais si le CSE est malin, il va voter une résolution qui reprend ses recommandations. Et là, elles changent de statut. Elles deviennent des exigences formelles du CSE auxquelles l'employeur est tenu de répondre. C'est un coup de maître. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'effet d'une résolution ne s'arrête pas quand on quitte la salle de réunion. C'est aussi un outil formidable pour agir en dehors de ce cadre formel.
C'est un super outil de communication, tout simplement. Une résolution votée peut être affichée sur les panneaux d'information dans l'entreprise. D'un coup, un sujet qui était confiné entre quelques personnes devient un enjeu collectif, visible par tous les salariés. C'est aussi une façon de montrer concrètement comment les représentants défendent les intérêts du personnel. Et puis il y a un effet domino, un effet de cascade juridique. Par exemple, si une résolution met en évidence un nouveau risque pour la santé des salariés, elle oblige légalement l'employeur à mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DURP. Une simple résolution peut donc avoir un impact sur toute la politique de sécurité de l'entreprise. Pour terminer, projetons-nous un peu. Toutes ces stratégies, qui ne datent pas d'hier, sont aujourd'hui amplifiées par la technologie. On entre vraiment dans l'ère de l'aïkido social numérique. Grâce aux outils numériques, l'information circule plus vite. On peut suivre automatiquement les délais de réponse de l'employeur, archiver intelligemment tous les engagements qu'il a pris et même collaborer à plusieurs pour rédiger des résolutions encore plus percutantes. L'efficacité est décuplée. Finalement, c'est ça le but ultime. En maîtrisant l'art de la résolution, le CSE change de statut. Il passe d'un organe qu'on consulte pour la forme à un véritable coacteur du dialogue social qui pèse réellement sur les décisions importantes pour l'entreprise et ses salariés. On peut donc se poser la question, quand on prend conscience de tout son potentiel stratégique, est-ce que la résolution n'est pas finalement l'outil le plus puissant, mais aussi le plus sous-estimé pour faire exister une vraie démocratie au quotidien sur le lieu de travail ?